La loi suprême de l'invention humaine, c'est qu'on n'invente qu'en travaillant. Donc l'inspiration, elle vient avec, il y a une autre phrase qui le dit d'une façon bien plus triviale, mais elle vient avec la transpiration. Ainsi que, pour démontrer sa 29e proposition, il lui faut admettre, vous allez avoir le contenu effectif de cette proposition, donc la 29e. Il lui faut admettre que par un point hors d'une droite, on passe à la deuxième page, vous pouvez l'ouvrir de la même manière, vous cliquez dessus, ne passe qu'une seule parallèle à cette droite. Je répète, ça, il faut que vous le connaissiez absolument par cœur. Un point donné extérieur, une droite donnée, ne passe qu'une seule droite parallèle à cette droite. Une et une seule. Voilà, donc il n'arrive pas. Peut-être qu'on peut se mettre à la place d'Euclide. C'est toujours intéressant d'imaginer la genèse des idées. Et vous savez bien que Nietzsche, à ce sujet, nous dit qu'on est un petit peu refroidi quand on voit soit le savant à sa table de travail ou bien l'artiste dans son atelier, puisqu'on a affaire au miracle de la création sans le processus. Mais là, justement, intéressons-nous au processus et demandons-nous dans quelle mesure comment il s'appelle, Euclide, pardon, avait cherché cette démonstration sans la trouver. Et donc c'est peut-être ça qui l'a conduit à nous demander de l'admettre, ce postulat des parallèles. Comme le souligne Robert Blanchet dans l'axiomatique de texte, on dira que le postulat des parallèles survient comme un maillon étranger au système, comme quelque chose qui arrive et qui n'est pas démontré. Donc c'est bien étranger au système puisque tout le reste est de l'ordre de la démonstration. Donc, on avait expliqué le mot expédient. C'est un expédient, c'est-à-dire une solution qu'on trouve comme ça un petit peu in extremis. C'est ça un expédient. Dit profitez aussi de ces cours, de nos cours, pour enrichir votre vocabulaire. Je vais essayer de le faire à chaque fois que je le peux. Donc, comme un expédient destiné à combler une lacune dans l'enchaînement logique. Bon, il a besoin de ça, il le trouve, d'accord, il fait feu de tout bois d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui lui est absolument nécessaire. Vous pouviez utiliser ici un repère. Vous pouvez dire que ça n'est pas contingent au registre de sa démonstration. Je vous le rappelle, ça c'est le repère que j'ai le plus répété. Il nous est proposé par Aristote. Aristote expliquera le premier. Ce qui est contingent, c'est que ce qui peut ne pas être, ce qui peut être autrement, et ce qui est nécessaire ne peut pas ne pas être. Ici, il n'est pas question de contingence, au contraire de nécessité. Donc, aux yeux des géomètres, faisait figure de théorème empirique dont la vérité ne pouvait être mise en question. Donc, on avait dit toujours du vocabulaire. Empirique signifie relatif à l'expérience. La vérité de ce théorème ne peut pas être mise en question, mais la démonstration restait à découvrir. Si vous voulez, on considérait que dans les faits, ça n'avait pas été démontré, mais en droit, ça pouvait l'être. Donc là, vous voyez qu'un autre repère apparaît pour expliquer le texte. C'est la distinction entre le fait et le droit. Vous le savez, les faits, ça désigne le domaine de l'effectif, de ce qui s'est effectivement réalisé. Donc effectivement, nous n'avions pas la démonstration. Le droit, c'est l'idéal, c'est ce qu'on peut faire. Et donc l'idée, c'est de dire qu'il est tout à fait possible en droit de la trouver. De facto, de jure en latin. F-A-C-T-O, puis jure, J-U-R-E. Pour dire de fait de droit, de facto, c'est l'équivalent latin. De jure, J-U-R-O, c'est l'équivalent du J-U-R-E, pardon, l'équivalent du droit. Jus, qui a donné d'ailleurs justitia, la justice, en latin. Alors, les savants alexandrins, arabes et modernes s'y employèrent successivement. Et que là, finalement, on peut dire que peut-être pas le monde entier, mais en tout cas, plusieurs pays s'attellent à cette tâche, d'accord. Les savants alexandrins, arabes et modernes s'emploient successivement à cela. Il se révélait toujours à l'analyse que les prétendues démonstrations se fondaient sur quelque autre supposition, demeuraient le plus souvent implicites. On n'avait fait que changer de postulat. Donc là, à partir de cette phrase, vous la rattachez au cours et vous l'expliquez. Il faut revenir à Sextus Empiricus, vous savez, et le mode, justement, ce qu'il exprime comme étant l'un des arguments donnés pour expliquer que l'homme ne peut pas accéder à la vérité, c'est-à-dire la régression à l'infini. Le mode de la régression à l'infini chez Sextus Empiricus, c'est l'idée que finalement, quand on cherche à démontrer quelque chose, on ne fait que changer de postulat. On doit nécessairement reconnaître l'existence des postulats comme étant aussi articulé à l'impossibilité d'accéder pleinement à la vérité.
Là, vous rattachez tout ça à Sextus Empiricus et vous l'avez dans le cours, dans le polycopié que je vous avais donné. C'est parmi les 5 modes que Sextus Empiricus nous énonce comme étant autant d'impossibilités d'accéder à la vérité pour l'être humain. Et surtout, c'est plutôt autant d'impossibilités de reconnaître qu'on a affaire à une vérité quand c'est le cas chez l'homme. C'est comment l'échec des démonstrations directes. Donc là, il était question, vous comprenez, de démonstrations directes, c'est-à-dire de démonstrations qui utilisaient d'autres théories, d'autres éléments qu'on avait déjà démontrés. Échec des démonstrations directes qui va suggérer l'idée d'une démonstration par l'absurde. Et comment à son tour, donc les démonstrations par l'absurde, c'est là qu'on va commencer à prendre d'autres postulats. Un point donné extérieur à une droite donnée, on ne peut pas tracer de droite parallèle à cette droite. On ne peut en tracer aucune. Vous avez expliqué, c'est le postulat, l'axiome en fait. On passe du postulat à l'axiome, vous comprenez. L'axiome qu'a choisi Riemann. Vous dites, par un point donné extérieur à une droite donnée, on peut tracer une infinité de droites parallèles à cette droite. Ça, c'est l'axiome qu'a choisi Lobachevsky. Donc, début d'une démonstration par l'absurde, vous avez reconnu. Hein. On prend, ici mettre le contraire, ici il se trouve qu'il y a plusieurs contraires, et on souhaite tomber sur une contradiction. Il se trouve qu'il n'y en a pas. Ça, tour, l'échec des, alors on passe à la page 3, cliquez dessus, l'échec des démonstrations par l'absurde aboutit bientôt par un renversement du point de vue à la constitution des premières géométries dites non euclidiennes. Là, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire ici? Qu'est-ce qu'il y a de très intéressant à dire et en quoi vous avez un travail d'exégète à faire? Je rappelle que exégète signifie interprète. Celui qui apporte une interprétation intéressante et qui sait bien que le conflit des interprétations est consubstantiel, nature, interprétation elle-même. Donc, il sait bien que plusieurs interprétations seront toujours profitables et une interprétation n'en empêche pas une autre. Hein. Alors, du coup, finalement, d'ailleurs, j'étais en train de penser que la boucle qui représente le signe mathématique de l'infini, elle peut aussi s'interpréter philosophiquement comme la coïncidence d'opposés, finalement. Et l'idée que vous formiez une boucle de pensée avec des interprétations qui peuvent même être aux antipodes. C'est aussi le symbole d'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Bon, il y a toute une symbolique autour de ça. C'était une parenthèse. Donc, du coup, ce qui m'intéresse ici, c'est de revenir donc à l'idée, à un point historique fascinant dans ce que vient d'écrire en fait Blanchet. Il a mis le doigt sur un point historique très important dans l'histoire, à la fois dans l'histoire des mathématiques, dans l'histoire de la philosophie, de la philosophie des sciences, puisque ce qui arrive aux mathématiques, évidemment avoir un impact sur la philosophie, puisque la philosophie des sciences, en tout cas, a pour but d'étudier les mathématiques. Exactement ce qu'on appelle une découverte philosophique négative, mais ça s'y rattache. Vous savez qu'une découverte philosophique négative, une découverte issue des mathématiques, par exemple, ou issue de la physique, qui a un impact sur la philosophie. Bon, par exemple, ce que Einstein nous apprend du temps, en quoi ça oblige à des remaniements de textes écrits par des philosophes sur le temps. Alors là, c'est historique ce qui se passe parce que on va donner naissance à une autre branche des mathématiques. Je vous l'ai dit, on étudie ça plutôt dans les classes préparatoires, dans les CPGE scientifiques, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle les géométries non euclidiennes. Où, par définition, ou par un point donné extérieur à une droite donnée, on peut tracer une infinité de droites parallèles à cette droite. La somme des angles d'un triangle n'est pas égale à degré, où les droites deviennent des courbes. Vous voyez, en fait, ce qui nous semble extrêmement intuitif, cesse complètement d'exister. Et ce qu'on peut tracer sur un tableau cesse complètement aussi de représenter une référence. Bon. Donc, je vous l'ai expliqué, c'est fascinant parce que les découvertes faites par Einstein, par exemple, ont besoin d'être modélisées. Espace qui n'est pas un espace euclidien. Donc les géométries dites non euclidiennes, et vous voyez comment c'est né. C'est né à cause d'un échec, parce que les démonstrations par l'absurde ont échoué. Là, je fais de brefs rappels, mon but c'était, comme c'est assez dense tout ça, mon but c'était, je me suis dit, c'est pas grave si on se répète un petit peu, ça fera des révisions. Déjà dit, le professeur était un répétiteur autrefois. Voilà, et on greffe des choses. Voilà, mon but, c'était vraiment que ce texte il soit limpide pour tout, avant qu'on puisse passer à notre lecture collective. Donc, je vous ai dit, c'est pas la première fois dans l'histoire des sciences qu'un échec est une réussite. Bêtise de Cambrai, vous savez que c'est un bonbon à la menthe. C'est fait, ça a été inventé parce que, alors c'est pas un exemple scientifique là, hein, c'est un exemple trivial, mais ça a été inventé parce qu'un cuisinier a fait tomber sa préparation sur une plaque et puis ça a donné ce bonbon et ça s'appelle les bêtises de Cambrai. Mais bon, pour vous donner un exemple un peu plus sérieux, c'est l'exemple de Fleming. Hein. Fleming, il part en vacances, je vous l'ai dit, il avait la réputation d'être un petit peu tête en l'air.
revient, ces boîtes de pétri avaient été laissées un peu à l'abandon, il les avait un peu oubliées. Et il se trouve que son voisin de paillasse, travaillant sur des moisissures, bah forcément, il y avait eu des mélanges, quelques moisissures qui étaient venues dans ces boîtes de pétri qui avaient été mal fermées. Ça, c'est quoi? C'est la découverte de la pénicilline. C'est la découverte donc d'un antibiotique qui va être commercialisé à une large échelle quelques décennies plus tard. Parce que Fleming n'a pas contribué à sa commercialisation massive, mais lui, il a juste fait cette découverte. Sérendipité, c'est-à-dire la sérendipité, troisième terme de vocabulaire de ce matin, heureux hasard, c'est-à-dire en fait, vous vouliez pas, vous cherchiez pas quelque chose, mais vous le trouvez quand même. C'est un terme qui vient de Wallace, serendipity. À la base, c'est un terme anglais, en fait. Hein. Alors, du coup, passage dans l'émission que j'écoutais hier je vous ai parlé là d'une bribe de ça. Il y a aussi autre chose qu'on peut mentionner ici, c'est les différents sens du mot intelligence en fonction des pays. Je vous parlais de serendipity en anglais, mais le mot intelligence lui-même n'a pas le même sens en anglais qu'en français. Disons que le vocable français, la langue française, a aussi une idée plus créatrice à l'idée d'intelligence, alors que chez nos voisins anglais, c'est plus l'idée d'assimilation de connaissances. Il y a moins cette idée de design, de créativité. Voilà. Alors, vous l'avez compris, ici, il faut souligner à quel point c'est un élément historique extrêmement intéressant. Donc, on va faire après Blanchet dans l'autre paragraphe, c'est d'analyser les conséquences de l'événement, mais des conséquences pour la pensée, des conséquences intellectuelles. La portée épistémologique de ces nouvelles théories est considérable. Là, du vocabulaire. Là, c'est la LV3 philo. Okay, c'est-à-dire que l'impact dans nos esprits, l'impact en sciences, la portée épistémologique, ça veut dire ça, va être immense. Le fait que des géométries non euclidiennes peuvent fonctionner, le fait qu'on puisse faire ces édifices mathématiques, ces architectoniques, va effectivement avoir un impact très important au sein de l'histoire des idées et au sein des idées tout court. Alors il va expliquer, hein, il annonce en fait, ça c'est de la méthode aussi, hein, il annonce son idée puis il l'explique ensuite. Je vous invite à faire comme ça dans vos copies, enfin dès maintenant et pour plus tard. En particulier, fortement contribué, donc les théories en question, vous avez c'est pour ces théories, elles ont fortement contribué à déplacer le centre d'intérêt de la géométrie spéculative. Là, je vous explique une chose à retenir, c'est que spéculatif, ici, ça veut dire relatif à la connaissance pure, pas d'impact pratique. Il faut bien préciser que cette portée épistémologique a d'abord un impact spéculatif. Elle est liée à la spéculation, c'est-à-dire à la théorie. Elle renvoie à des considérations qu'on peut appeler théorétiques. Théorétique, ça veut dire qui renvoie à la théorie pure. Donc spéculatif, théorétique, spéculatif c'est de l'ordre de la recherche, théorétique de l'ordre de la théorie pure, vous voyez que c'est un peu la même chose. Hein. Ces nouvelles théories, c'est-à-dire la géométrie non euclidienne, ont contribué à déplacer le centre d'intérêt de la géométrie spéculative, ça veut dire que la recherche en géométrie, plus les mêmes considérations, le même centre d'intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce centre d'intérêt a été transporté, a été déplacé du contenu vers la structure, c'est-à-dire on ne s'est pas intéressé aux propositions en tant que telles, du style à un point donné extérieur à une droite donnée, on ne peut tracer qu'une droite, et puis effectivement on s'intéresse à ça parce qu'on se dit c'est comme ça qu'on peut le tracer au tableau, etc. C'est pas à ça qu'on s'intéresse, c'est pas au contenu, c'est à la structure, c'est-à-dire au rapport des propositions entre elles. Ce qui est essentiel ici pour vous à retenir, l'idée a ici affaire à la naissance du formalisme. L'essence d'un formalisme, qu'est-ce que c'est le formalisme? C'est tout simplement l'analyse des rapports des propositions entre elles. Le formalisme, en fait, c'est un esprit cartésien. Il n'a pas fallu attendre la naissance des géométries non euclidiennes pour que le formalisme apparaisse, parce que vous voyez chez Descartes, quand il nous parle de longue chaîne de raisons, déjà dans un esprit formaliste. Donc c'est un esprit qui va s'accentuer, du coup, hein, et là on va être dans un pur formalisme. On ne s'intéresse plus au contenu, à la structure. Le centre d'intérêt a été transporté du contenu vers la structure, de la vérité intrinsèque de propositions isolées. Ça veut dire ça. Ça ajoute quelque chose de très intéressant parce que qu'est-ce que c'est la vérité extrinsèque de propositions isolées? C'est la vérité qui se rattache à quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire, on reprend le même exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Un point donné extérieur à une droite donnée, c'est qu'une droite parallèle à cette droite. Là, on a affaire à une vérité extrinsèque, c'est-à-dire elle n'est vraie que dans le rapport à cette correspondance. Vérité intrinsèque, c'est-à-dire en elle-même, elle vaut pas grand-chose, la phrase. Elle ne vaut que si, sur un tableau, vous pouvez effectivement tracer une droite et une seule. C'est bien une vérité extrinsèque.
Le centre d'intérêt s'est déplacé de cette vérité extrinsèque des propositions isolées, la cohérence interne du système total. Donc pourquoi, et là vous allez comprendre quelque chose d'essentiel, pourquoi euh, une idée nouvelle en mathématiques générer une idée nouvelle en philosophie. Donc on est typiquement dans ce qu'on appelle une découverte philosophique négative, tout simplement parce que la conception même de la vérité va se trouver modifiée. C'est-à-dire qu'on va passer d'une vérité comprise comme correspondance, équation à ce que vous pouvez effectivement tracer sur un tableau, équatio mens ad rem, l'équation entre l'esprit et la chose, hein, pour parler comme saint Thomas d'Aquin. Vous allez passer de cette conception-là de la vérité à une vérité comme cohérence, c'est-à-dire le concept mathématique de la vérité, hein, c'est-à-dire ça marche, c'est considéré comme vrai. Un système va être considéré comme vrai, donc vous voyez qu'on va parler de système, donc de formalisme, donc de rapport des propositions entre elles. Le système en mathématiques est considéré comme vrai quand il est exempt de contradiction, quand il n'a pas de contradiction. Ça, c'est un point essentiel à noter dans votre prise de notes, je le répète, c'est on passe. Tout ne repose pas sur Aurélie qui très aimablement nous représente la possibilité d'avoir un compte-rendu écrit après. Oui, prenez aussi quelques notes, évidemment. Donc, en fait, voilà, j'étais en train de vous dire, il y a un point essentiel ici, c'est le passage de la vérité comme correspondance, la vérité comme cohérence. Donc, vous voyez, découverte philosophique négative, c'est-à-dire, il faut être très précis, c'est-à-dire découverte issue à mathématiques, par exemple, de la science, avoir un impact sur la philosophie. Et désolée de toujours revenir à cette fameuse émission que j'ai écoutée hier, dont je vous dirai pas plus, mais en gros, il était aussi question de ça. J'ai bien aimé une phrase qui a été prononcée qui consistait à dire « Connaissance produite par les sciences mérite-t-elle aussi d'être pensée et de nourrir la réflexion philosophique ?» Ben oui, moi je pense que oui. C'était une question rhétorique de la part de l'intervenant. Vous pouvez noter cette remarque. Il y a plein d'émissions philosophiques, scientifiques hyper intéressantes. Enfin, profiter du confinement, France Culture déborde de ça, mais il n'y a pas que France Culture. Mais franchement, c'est intéressant de faire ça, de prendre ses notes. Moi, je ne sais pas si vous pouvez vous mettre à la fenêtre pour prendre un peu l'air et puis vous écouter en même temps. Enfin, c'est le concept des doubles activités. Votre sport, vous écoutez votre podcast. Bon, tout ça, voilà, ça me semble intéressant à rajouter. Alors, je vous répète la phrase en lien avec ça. Connaissance produite par les sciences mérite elle aussi d'être pensée et de nourrir la réflexion philosophique. Vous voulez la référence de l'émission en question, c'était un forum organisé par la Sorbonne et ça s'appelait Le cerveau des philosophes. Hervé Schneid-Weiss, Cynthia Fleury, Étienne Klein. Donc, du coup, c'était l'idée, voilà, en quoi il est différent, le cerveau des philosophes, c'était ça la question. Ça avait été transmis sur Facebook et surtout, vous pouvez soit voir la vidéo, soit écouter l'enregistrement et vous retrouverez la phrase en question. J'ai pris des notes. Étienne Klein, toute connaissance produite par les sciences mérite-t-elle aussi d'être pensée et de nourrir la réflexion philosophique. Bon, vous voyez qu'ici, on a quelque chose de cet ordre, puisque on a une science, des changements en science qui nourrissent la réflexion philosophique et qui entraînent des changements dans l'histoire des idées. Vous comprenez ? Je suis pas sur la partie questions courtes. Je ne peux pas pour l'instant lire vos questions, mais j'espère qu'il y en aura. Et donc, à nouveau, je vous exhorte à noter les questions. Voilà. Alors du coup, où est-ce qu'on en est ? J'ai compris ce changement dans la conception de la vérité, ce changement d'acception de la vérité. Et donc, la somme des angles d'un triangle est-elle égale, inférieure ou supérieure à deux angles droits ? Une question qui aurait fait bondir Euclide. Évidemment, elle est égale à deux angles droits. D'ailleurs, je vous rappelle la remarque d'Aristote à ce sujet. Aristote, il nous dit quand bien même on pourrait voir, elles sont vraiment très nettes, le triangle a ses angles égaux à deux droits, la démonstration continuerait d'être nécessaire. C'est une manière de dire, montrer, ça ne signifie pas emprunter quoi que ce soit à l'expérience, ça ne signifie pas emprunter quoi que ce soit à l'évidence intuitive, à la sensation, etc. Et à nouveau, je vous renvoie à cette fameuse émission d'hier, donc Le cerveau des philosophes, consistait à dire que parfois on pensait contre son cerveau. La science, c'est une réflexion autour de ça qui m'a semblé passionnante, que faire de la science, c'est penser contre son cerveau. Dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Dire que déjà un cerveau, c'est pas qu'une machine à produire plein d'idées, les idées elles sont rares et c'est Einstein qui soulignait ça.
C'est surtout une manière de dire, c'est penser contre son cerveau. Pourquoi? Parce que c'est penser malgré l'évidence. C'est la très belle remarque de Bachelard qu'on avait déjà vue. Donc penser avec son cerveau, bien sûr, mais penser contre certaines idées que notre cerveau nous présente comme évidentes. Et vous voyez qu'ici, le texte qu'on est en train d'étudier, c'est exactement ça qui se joue. Parce que celui qui dirait, mais ça va pas, non, tu vois bien ce qu'on peut faire sur un tableau, on peut faire qu'une droite, bon, bah finalement, il témoignerait d'une certaine manière une espèce d'étroitesse d'esprit, en tout cas d'une étroitesse d'esprit mathématique. Finalement, penser avec son cerveau, aussi accepter de penser contre certaines idées que notre cerveau nous présente comme évidentes. D'ailleurs, penser contre soi-même a pour anagramme comme serpenter en soi. On trouvait Étienne Klein. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez compris que ça, c'est une illustration du texte qu'on est en train de faire et qui s'inspire de la vidéo. Bah, du coup, comme j'en ai parlé 4 fois, c'est pas mal je pensais pas en parler autant, mais ça serait peut-être pas mal d'aller jeter un coup d'œil. Enfin, si vous en avez envie. Exemple ici qu'on peut dire par rapport à l'idée de penser contre son cerveau. Galilée, quand il propose la fameuse loi de la chute des corps, vous le retrouverez, ça c'est le propos d'Étienne Klein, hein, il propose la loi de la chute des corps. C'est une loi qui contredit l'observation. Et à chaque fois que vous voudrez juste observer, vous aurez quelque chose qui contredit la véritable loi de la chute des corps. Et vous aurez quelque chose qui ne correspond, entre guillemets, que à la loi énoncée par Aristote. La chute des corps hors du spectacle. Et vous avez l'idée à nouveau, j'aime bien répéter ça toujours, mais l'idée de lois qui sont cachées, en fait, qui ne sont pas accessibles directement. Donc, la somme des angles est telle égale, là c'est le cas de la géométrie euclidienne, égale à 2 angles droits. Inférieur, c'est le cas de la géométrie de Lobachevsky. Et supérieur, c'est le cas de la géométrie de Riemann. Qu'est-ce qu'il a en tête, Robert Blanchet? Donc, des 3 cas concevables, un géomètre ancien, c'est-à-dire un géomètre qui n'aurait été que fidèle à Euclide. Tout à l'heure, on a parlé d'étroitesse d'esprit mathématique, c'est une condamnation un peu forte, hein, mais c'est juste, voilà, il n'avait pas bénéficié des découvertes ultérieures. Le géomètre ancien lui répondu que le premier était vrai, seulement le premier, c'est-à-dire égal à 2 angles droits, et les 2 autres faux. Donc voilà cette conception de la vérité qui est esclave des apparences, esclave de la correspondance, qui est esclave de ce qu'on peut effectivement tracer sur un tableau. Vous voyez, c'est fascinant parce que j'imagine que vous aimez les mathématiques, vous êtes en S, vous n'avez pas choisi votre parcours pour rien. Eh bien, vous voyez qu'en fait, ça nous interroge sur le statut des mathématiques. Est-ce que la vocation viscérale des mathématiques est de décrire la réalité? Et par exemple, on peut faire l'équation d'une feuille qui tombe d'un arbre. Enfin, vous voyez, le réel est écrit en langage mathématique, comme disait Galilée, justement. Rationnel, réel, ce qui est réel et rationnel, ça c'est la grande phrase de Hegel. Mais vous voyez, l'idée c'est ça, c'est de dire en fait les mathématiques décrivent notre monde. Et vous avez une autre idée qui consiste à dire les mathématiques décrivent un monde idéal. Ce n'est pas notre monde. Elles décrivent le monde des idées platoniciens. Elles décrivent un monde qui a un certain degré de participation à notre réalité, mais qui est totalement idéal. Que font les mathématiques? Est-ce qu'elles nous arrachent au monde ou est-ce qu'elles nous ramènent au monde? Est-ce que la question ne se pose pas puisque ces 2 mondes seraient imbriqués, le monde idéal et le monde de la réalité? Est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème? Donc les mathématiques sont-elles idéales ou idéales? Idéales relatives aux idées, décrivant les lois de notre raison, idéales relatives à ce monde parfait dont on vient de parler. Donc vous voyez, c'est toute connaissance produite par les sciences mérite d'être pensée et de nourrir la réflexion philosophique. Vous voyez à quel point le fleuve ici, ça alimente. Et il ne s'agit pas des fleuves de la pistis et de l'épistémée dont on a déjà parlé, le fleuve de la croyance et de la connaissance. Il s'agit de 2 fleuves de la connaissance, effectivement, ont certainement vocation de se rejoindre. Bon, alors du coup, 3 cas concevables. Donc on a dit, seul le géomètre ancien dit que seul le premier était vrai. Pour moderne, c'est-à-dire après cette révolution qu'on est en train d'étudier ensemble, hein, il s'agit là de 3 théorèmes distincts. On prend la dernière page. Attendez un instant, voilà. Je vous laisse cliquer dessus aussi. S'excluent mutuellement qu'à l'intérieur d'un même système, selon que le nombre des parallèles est postulé égal, supérieur ou inférieur à 1. Vous avez l'idée de 3 systèmes qui s'excluent à partir du système lui-même. Le postulat de départ, c'est est-ce que le nombre de parallèles est égal à 1? Là, ça va entraîner le fait que la somme des angles d'un triangle est à 180 degrés. Si le nombre de parallèles est supérieur, ça va entraîner que la somme des angles du triangle va être inférieure à 80 degrés. Et si le nombre de parallèles est inférieur, c'est-à-dire égal à 0, là, la somme des angles du triangle va être supérieure à 180 degrés. Ce que va rajouter Blanchet, ce qui est génial ici, c'est qu'on peut passer notre temps à faire des édifices mathématiques, on peut encore en faire d'autres, puisqu'on peut décréter que le nombre de parallèles est laissé en suspens.
nous dire ces trois données inférieures, supérieures ou égales euh, à une parallèle, pardon, ils se tolèrent dans un système affaibli et plus général où le nombre des parallèles possibles est laissé en suspens. Vous pouvez très bien construire une nouvelle axiomatique où vous dites, ben voilà, axiomatique, mon postulat de départ. C'est une manière de jouer, quoi. Hein. Le postulat de départ, c'est de dire, ben, je laisse en suspens le nombre de parallèles. Je vais citer, j'aime bien cet exemple, il était complètement fou. Il s'appelait Carey Mullis, 1993, prix Nobel de chimie. J'avais cité l'anecdote. Dans sa voiture, toutes les semaines, le vendredi soir, pour aller rejoindre les montagnes californiennes, s'amusait, je cite, à agencer, ça me fait rire de le dire, il s'amusait à agencer des oligonucléotides. Qui s'amuse à agencer des oligonucléotides dans sa voiture le vendredi soir pour aller rejoindre les montagnes californiennes? À part Carey Mullis, je ne vois pas. Donc vous voyez, chacun ses jeux, mais c'est qu'on peut, j'imagine, quand on est... quand on adore les mathématiques, c'est le type de jeu qu'on doit avoir. C'est-à-dire construire des... Il y en a qui jouent au Lego, il y en a d'autres qui font leur Lego mathématiques. Je mets pas de jugement de valeur là-dessus. Hein. Et juste, voilà, il y a cette idée de faire des Lego avec son esprit. C'est-à-dire, vous avez compris, Lego veut dire architectonique, veut dire édifice mathématique, veut dire construction mathématique, axiomatique en fait. Hein. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la distinction que faisaient les Anglais et les Français sur le terme d'intelligence. On pourrait donner du sens à cette expression française de l'intelligence à partir de la création. Donc, du coup, je vous invite à construire vos axiomatiques, enfin à vous amuser avec ça déjà. Ça pourrait être un jeu intéressant. Vous prenez, vous regardez sur Internet, voilà, exemple de postulat, bon, puis vous en prenez d'autres, vous voyez ce que ça donne. Et vous allez voir, je pense que vous... je ne sais même pas si peut-être vous avez tous 19 de moyenne en maths, mais en gros, peut-être ça peut vous permettre de progresser. Enfin, c'était une petite suggestion pour proposer des activités dans cette période exigeante de confinement. Vous en ayez marre de la philo et que vous disiez non, les maths, c'est mieux. Donc, du coup, la conclusion ici, c'est la dernière phrase. L'expérience à notre échelle vérifie l'une seulement de ces trois propositions. Vous avez compris que l'expérience à notre échelle, c'est-à-dire ce qu'on peut tracer sur un tableau, ne vérifie que le postulat, la 29e proposition d'Euclide, le postulat des parallèles. Ça ne concerne que l'utilisation pratique de la science, non la science pure et désintéressée. Ça concerne effectivement ce que vous pouvez tracer sur un tableau, mais ça ne concerne pas la spéculation, la géométrie spéculative. Ça ne concerne pas la science dans son acception théorétique. Je répète, ça c'est du vocabulaire. Hein. Ça ne concerne pas la science dans son acception théorétique, c'est-à-dire dans son sens à la théorie pure. Et d'une certaine manière, il faudrait distinguer les schémas, la représentation, la modélisation mathématique et puis la recherche des intéressés. Écoutez, je suis bien contente d'avoir pu faire des liens donc, avec d'autres choses, avec l'émission d'hier par exemple, pour vous. Enfin, c'est une émission qui date de longtemps, mais que j'ai retrouvée hier. Donc en gros, montre que là, on est dans quelque chose de tout à fait contemporain hein, comme réflexion. Je dis pas de jugement de valeur, c'est pas parce que c'est contemporain que c'est plus intéressant, mais c'est juste que voilà, vous pouvez faire des liens avec l'activité directe autour de ce qui nous arrive, mais en tout cas avec l'histoire des thématiques. Alors, j'espère, suspense angoisse pour moi, là, je vous avoue, parce que j'espère qu'il y a des questions dans la partie questions courtes. Voilà, écoutez, je vais découvrir ça avec vous. Alors, pour les questions, donc, c'est le grand 2, Benoît, oui, hein, c'est le grand 2. Et là, on vient de boucler le grand 2, comme ça répond à votre question. On a bouclé la boucle du grand 2. Et, le grand 2, je l'ai conçu comme une analyse détaillée de ce texte. Donc, le but, c'est que vous soyez vraiment taqué ce texte, que vous l'ayez bien compris. Donc, je pense que c'est bon, là. Enfin, en tout cas, ça suffit, disons. La dernière fois, vous avez vu, on l'a fait en 2 temps, ce grand 2. Premier temps de décortiquer comme on épluche une pomme, bon, voilà, on fait que la surface. Et puis, un deuxième temps où on va en profondeur, on croque dans le fruit du texte. Et pour filer la métaphore. Quentin, vous allez bien? Mais écoutez, je me moque, ça devait être par rapport à la question d'avant. Alors, on espère que vous allez bien. Aurélie, par rapport à la plume, voilà, que vous voyez, peut-être ça a été une intuition de ma part. Si quelqu'un pouvait prendre le cours à la place d'Aurélie, le poster ensuite, ça serait bien. Voilà, et on a besoin d'un remplaçant, terrain de foot philosophique, remplaçant pour Aurélie, s'il vous plaît. Alexandre, on vous remercie. Au contraire, on ne va pas vous excuser. On vous remercie d'enregistrer le cours.
C'est pas grave s'il manquait 5 minutes parce qu'on a commencé à 9h50, on va pas pénailler. Je suis un peu déçue, j'ai pas de questions philosophiques, philosophico-mathématico, physico. C'est quoi? Donc, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous laisser 30 secondes et j'espère revenir avec une question. Vous êtes très nombreux, c'est chouette, ça. Combien? Je vous compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25. Ah, 10 de moins que d'habitude. Vous êtes assez nombreux quand même. Je vous dis à tout de suite. Je suis là dans 30 secondes. Pas de questions. Bon, c'est peut-être bon signe, hein, c'est pas grave. Pas de questions. Est-ce que quelqu'un, vous posez vos questions à l'oral, ou est-ce que quelqu'un voudrait faire une reprise à l'oral de tout ça? Ça vous entraîne? Un peu d'espoir que quelqu'un dise oui, mais je pose quand même la question. Surtout, est-ce que quelqu'un peut remplacer Aurélie? Franchement, cette idée d'avoir une plume, appréciable. Moi, j'aime bien le côté participatif. Là, chacun son rôle. Il n'y a pas un rôle plus grand que les autres. Enfin, chaque petit rôle a avoir une immense importance. Je vois ici. Merci Benoît. Voilà, bah donc Benoît est notre nouvelle plume pour aujourd'hui et Benoît remplace Aurélie. Alors, écoutez, pas de questions et ça veut dire que tout est clair. Enfin, j'espère que voilà. Ah, ça vous, j'espère que c'est clair. Voilà. Bon, alors du coup, on va passer. Je vais vous demander, oui, est-ce que ça vous plaît? Non, mais c'est parce que, franchement, la philo des sciences, c'est sympathique, je trouve. En général, quand on est en S, en général, un peu mieux. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on a fini le grand 2, d'accord? Donc, normalement, chacun a pris des notes et pas seulement Benoît. C'est notre plume qui a pris des notes, mais vous n'êtes pas non plus dispensé de la prise de notes. On aura donc un petit résumé à la fin. Passer au grand 3. Le cours sur la démonstration, on est censé donc le boucler aujourd'hui à 11h25. Les maths, ça démarre à quelle heure exactement? C'est 11h30 ou 11h20? Parce que si ça démarre à 11h20, il faut que le cours de philo, on le fasse démarrer à 9h45. Donc, dans ce cas, je m'adapte. Hein. Ah ouais, d'accord, 11h20. Bah, donc, ça veut dire que lundi prochain, 9h45. Comme ça, vous enchaînez. Sinon, c'est un peu dommage. Et puis pour ceux qui avaient cours jusqu'à 10h, bah tant pis, vous ferez l'enregistrement. On a la chance que Alexandre enregistre, donc on fera la semaine prochaine. Donc je redonne le nouvel horaire, hein, 9h45. Voilà. Aurélie, non. Enfin, je vous réponds non parce que franchement, je trouve ça vraiment plus confortable d'avoir 2 fois 1h30. D'accord? Autant 1 heure, je me dis mince, qu'est-ce qu'on a fait? C'est trop court. Et puis 2 heures, parfois, je me mets à votre place, je me dis c'est peut-être un peu long, quoi. 1h30, ça me semble très bien. Réécoutez-le après, hein, et puis faites ce concept de double activité, faites votre sport en réécoutant la philo. Enfin, voilà, je trouve, enfin, je sais pas vous, mais moi, je trouve que parmi les plus grands plaisirs qui soient accessibles sur cette planète, le fait de mélanger, vous allez vous dire, c'est un peu peut-être bizarre, mais c'est le fait de mélanger une stimulation intellectuelle à une stimulation sportive. De faire du sport, vous défouler physiquement, courir dans vos appartements, peut-être c'est un peu difficile, mais je sais pas, on peut faire de la gym, on peut faire, voilà. Faisant un exercice intellectuel, moi je trouve ça passionnant. C'est parti, tout le monde est prêt. Donc tout le monde est prêt pour un exercice exigeant qui est une lecture collective. Le grand 3. Le titre du grand 3, bah, c'est approfondissement, lecture collective de l'axiomatique. Enfin, il n'y a pas besoin de le noter, on a notre plume. Donc grand 3, approfondissement, lecture collective de l'axiomatique. Et j'étais en train de vous dire, on va finir le cours sur la démonstration aujourd'hui. D'accord ? Il restera un tout petit peu de choses demain ou des questions, mais normalement, on va le boucler aujourd'hui. La suite, ce qui est prévu, c'est le cours sur le vivant. Là aussi, avec le cours sur le vivant, j'ai prévu une lecture. Voilà, vous savez qu'à la fin du cours, il y aura ce moment, en tout cas que moi j'apprécie particulièrement, j'espère aussi que ce sera votre cas, de lecture collective. Donc c'est parti, grand 3, lecture collective. Mathématiques sévères. Je ne vous ai pas oublié que vos savantes leçons, plus douces que le miel, filtrèrent dans mon cœur comme une onde rafraîchissante. Dans la partie qui précède, on appelle ça, alors attendez, ça porte un nom, on appelle ça une épitaphe. Dire épitaphe ou épigraphe, je vais vérifier. Mais en fait, c'est un passage qui précède, c'est pas vraiment une préface, c'est juste, il cite ici Lautréamont, les chants de Maldoror, c'est Robert Blanchet dans l'axiomatique qui cite ça. Pour cette lecture suivie, je redonne les règles. Donc, la règle, c'est vous avez le texte seulement après.
Et faites-moi confiance, ça a du sens. C'est-à-dire que je sais que c'est plus difficile, mais laissez-vous bercer et ça va imprégner vos esprits d'une autre manière et je trouve que c'est un exercice important. Voilà. En fait, le mot en question que je cherchais est le mot épigraphe, hein. Ce que je vais vous lire, c'est une épigraphe, c'est-à-dire c'est une phrase, un vers placé en tête d'un livre. C'est le 4e ou 5e mot de vocabulaire pour aujourd'hui. Pour ceux qui prennent les notes, là, faites-vous bien un petit encadré hein, avec les mots de vocabulaire. Donc, épigraphe, E-P-I-G-R-A-P-H. Donc, je vous lis l'épigraphe, c'est parti pour la lecture collective. Mathématiques sévères, je ne vous ai pas oublié que vos savantes leçons, plus douces que le miel, filtrèrent dans mon cœur comme une onde rafraîchissante. Ah, on va commenter au fur et à mesure, vous avez compris. Hein. Sévères mathématiques, mais douces en même temps. Donc, paradoxe, coïncidence d'opposés, elles sont sévères, c'est-à-dire rigoureuses. Ces longues chaînes de raison dont on a parlé, d'accord, elles sont implacables, la conclusion est nécessaire, elle est contraignante. QFD, vous voyez, vous ne pouvez pas finalement faites l'effort de penser, mais vous êtes contraint à cette conclusion. Alors que, précisément, ce n'est pas le cas pour l'interprétation, par exemple. Qu'est-ce qu'il veut dire l'Autréamont par sévère? Une leçon qui filtre dans son cœur comme une onde rafraîchissante. Donc, vous voyez, la connaissance lui fait du bien. La connaissance le libère. Un peu l'allégorie de la caverne, ici, appliquée aux mathématiques. Cette idée, la lumière du vrai, le bouffée rafraîchissante de la vérité, les mathématiques qui font du bien. Et aussi, on pourrait dire qu'ils font du bien, peut-être, ne serait-ce que par l'entraînement qu'elles représentent. Le fait d'entraîner son esprit, de rester... voilà, par exemple, il n'y a pas que les mathématiques pour faire ça, mais ça peut être un entraînement possible. Lautréamont continue dans cette épigraphe en disant « Il y a du vague dans mon esprit, un je ne sais quoi épais comme de la fumée. J'ai su franchir religieusement les degrés qui mènent à votre hôtel. Vous avez chassé ce voile obscur. Continue, vous avez remarqué, de s'adresser aux mathématiques. Le vent chasse le damier. J'ai mis à la place une froideur excessive, une prudence consommée et une logique implacable. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous demander d'écrire, s'il vous plaît, ce que vous avez retenu, que je vous ai lu juste à la fin. Là. Je vous laisse, là je suis dans la partie questions courtes. Je vous laisse écrire vos réponses. Complice les mathématiques, notre âme. Notre n'est pas très bien. Écoutez, c'est temps. Est-ce que vous pouvez rafraîchir la page? Qui n'entend pas très bien? Voilà, il y a des coupures. Ce que je vais faire, c'est moi qui vais... Ah, personne n'entend bien. Alors, je vais tout relancer et on va voir si c'est mieux. Si ça se reproduit, on prendra la plateforme classique école à la maison. Hein. Alors, est-ce que ça va mieux? Ah oui, il faudrait que je parle un peu plus, mais... Pour l'instant, oui. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous demander de me prévenir dès que le son n'est pas bon, parce que c'est sûr que si c'est assuré comme ça, c'est pas du tout bien. Hein. Voilà, ça m'embête. Donc, je parle hein, pour ne rien dire, mais c'est juste pour vérifier s'il n'y a pas de coupure. Adrien, vous nous dites où est-ce qu'on en est? Il y avait des coupures depuis le début du cours ou juste au moment où on a commencé l'Autréamont? Plutôt clair? Bon, bah écoutez, bon, on reprend alors. Donc, oui, il dit en fait que les mathématiques, un petit peu tout le temps. Bon, écoutez, je vais vous envoyer le texte. Alors, à ce moment-là, on va changer de technique. Alors, un petit instant, on va mettre les pages pour que vous puissiez suivre. Alors, dites-moi hein, si c'est incompréhensible, il faut me le dire. Voilà. Alors, un petit instant. Donc voilà, le texte, voilà, vérifiez aussi votre connexion, enfin, on fait tous du mieux qu'on peut. Le texte, vous allez l'avoir et vous allez aussi avoir la suite. Alors, ensuite, je vous mets quelques pages du coup. Voilà, génial. Il est aussi mis dans Polycopier court. Merci beaucoup, Alexandre. Donc du coup, le texte qu'on a étudié, il est extrait de cet ouvrage. Mais c'était le grand 2 parce qu'il est aussi présent dans des manuels de philo. Voilà, donc là j'en suis à la page 13. Je vous envoie, on va dire, les 15 premières pages, 14 et 15. Voilà, c'est déjà ça. Alors, on va les mettre directement. Donc ici, ça ne représente pas beaucoup de pages. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pages, je vous mets ça. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci à Alexandre, merci aux Alexandre, merci à tous, merci Aurélie, merci Benoît. Merci à tous pour votre présence. C'est parti, donc vous allez avoir les 7 pages qui vont apparaître, voilà, ça va être plus simple. Donc c'est finalement assez rare hein, d'écrire sur les mathématiques, enfin c'est pas si fréquent, vous avez Poincaré qui représente un exemple, qui était un mathématicien de génie,
beaucoup écrit sur les mathématiques, mais bon, Louis de Broglie, voilà. Il n'y en a pas tant que ça, des récits mathématiques. Voilà, génial. Donc là, vous avez les pages et vous allez pouvoir suivre avec ça. Donc, si on prend la première page, la fameuse épigraphe, eh bien, dans cette épigraphe, vous avez donc l'idée que les mathématiques vont enlever des nuages, quoi, hein. Ça va apporter une certaine clarté, structuration de l'esprit, voilà, des choses comme ça. Vous entendez bien? Ça coupe pas trop, ça va à peu près. Je vais juste me dire ça, si c'est bon, ça va, bon, ok. Alors du coup, c'est parti, les défauts de l'appareil euclidien. Introduction générale. Géométrie classique sous la forme que lui a donnée Euclide dans ses éléments, longtemps passé pour un modèle insurpassable et même difficilement égalable de théorie déductive. D'accord? Donc on pensait qu'on ne pourrait pas aller plus loin. Les termes propres à la théorie n'y sont jamais introduits sans être définis. On peut dire on reconnaît la rigueur d'Euclide. Les propositions n'y sont jamais avancées sans être démontrées, à l'exception d'un petit nombre d'entre elles, énoncées d'abord à titre de principe. La démonstration ne peut en effet remonter à l'infini et doit bien reposer sur quelques propositions premières. Donc là, on reconnaît l'argument de Sextus Empiricus, qui a pour lui condamné la recherche de la vérité. Ce n'est pas le cas dans les mathématiques, on accepte un petit nombre de propositions. La démonstration ne peut en effet remonter à l'infini, donc c'est ce qu'on appelle la régression à l'infini. Elle doit bien reposer sur quelques propositions premières. On a pris soin de les choisir telles qu'aucun doute ne subsiste à leur égard dans un esprit sain. Donc, à nouveau, évidence intuitive. Et que tout ce qu'on affirme soit empiriquement vrai, c'est-à-dire soit vrai relativement à l'expérience. Empirique, c'est l'adjectif pour expérience. L'expérience n'est pas invoquée comme justification, donc ça correspond, mais ce n'est pas la justification. L'idée, pas forcément l'idée du hasard dans cette correspondance, mais c'est l'idée que vous n'allez pas vous en servir pour justifier. Le géomètre ne procède que par voie démonstrative, donc c'est un commentaire de la citation d'Aristote finalement, hein. Même si vous pouviez voir qu'un triangle a ses angles égaux à deux droits, il faudrait quand même le démontrer. Rien qui soit lié à l'expérience. Ça, c'est un sujet en philo, c'est un sujet du bac. L'expérience démontre-t-elle quelque chose? Vous vous souvenez, je vous avais cité Jean Perrin, à découvrir à partir d'équations d'Einstein, à partir aussi de ce qu'avait fait Braun, l'existence donc qui va prouver l'existence de l'atome à partir donc du mouvement brownien, c'est-à-dire de l'état d'agitation perpétuelle des molécules et donc des atomes les uns contre les autres, qui témoignent de chocs de billes de billard d'une certaine manière. En fait, ça c'est la démonstration expérimentale de l'atome. Donc on peut dire autant il y a une manière de dire l'expérience démontre quelque chose, autant on peut aussi affirmer que l'expérience n'a pas lieu d'être évoquée dans le cadre de ce qu'on appelle démonstration. Donc, c'était l'idée d'Aristote. Ici, pareil, Blanchet va reprendre ça. L'expérience n'est pas invoquée comme justification. Le géomètre ne procède que par voie démonstrative. Il ne fonde ses preuves que sur ce qui a été antérieurement établi. Donc, longue chaîne de raison, chaîne de déduction, formalisme, on en a parlé. Maintenant, vous voyez qu'il vous manquait en fait juste le vocabulaire pour penser tout ça. En se conformant aux seules lois de la logique. Chaque théorème se trouve ainsi relié par un rapport nécessaire aux propositions dont il se déduit comme conséquence. Donc, vous voyez, il y a des rapports de cause à effet à chaque fois. Et à nouveau, pas de contingence. Des rapports de nécessité. La conclusion ne peut pas ne pas être, contrairement à l'interprétation. Donc on peut toujours... non, ça revient toujours au même, en fait, hein. On est toujours en train de dire la même chose, mais sauf d'une autre manière. Donc on développe. De sorte que de proche en proche, on passe à la page d'après. De proche en proche... Attendez. La page d'après, vous voyez que ça, les défauts de l'appareil euclidien, c'est la page numéro 9. Après qu'on passe à la page numéro 10, qui est en fait l'avant-dernière. Ça n'a pas été mis dans l'ordre, mais ce n'est pas grave du tout. Donc vous allez aller à constitue. Dernière page dans la partie question court. De sorte que de proche en proche se constitue un réseau serré. Donc c'est les rapports des propositions entre elles, ce fameux formalisme. Directement ou indirectement, toutes les propositions communiquent entre elles. Un transfert de vérité de l'antécédent au conséquent. L'ensemble forme un système dont on ne pourrait distraire ou modifier une partie ou compromettre le tout. Tout est articulé. Ça fait un peu penser à Platon qui disait que toutes les idées étaient apparentées entre elles. En retrouver une vraie, c'était les retrouver toutes. Voilà. Donc, les Grecs ont raisonné avec toute la justesse possible dans les mathématiques et ils ont laissé au genre humain des modèles de l'art de démontrer. Des exemples canoniques. Donc en fait, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On l'avait déjà dit, hein, les Grecs sont les inventeurs de la démonstration. Donc, il y a une grande justesse dans leur raisonnement. Avec eux, la géométrie a cessé d'être un recueil de recettes pratiques, hein, au mieux d'énoncés empiriques pour devenir une science rationnelle. Donc finalement, cette manière, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Blanchet, ici? Il est en train de nous dire que
Cette manière d'avoir laissé de côté l'expérience volontairement, délibérément, elle est tout à fait fructueuse. Et il était intéressant que les mathématiques se euh, construisent en fait en dehors du champ empirique. Construisent, c'est-à-dire de façon théorique. D'où le rôle pédagogique privilégié qu'on a depuis, c'est de lui reconnaître. C'est-à-dire que le fait qu'elle n'emprunte rien à l'expérience va avoir quelque chose de pédagogique, puisque il est question de dire, on se rend compte soi-même aussi, on rencontre les lois de sa propre raison. D'accord. Et je vais encore vous parler de l'émission que j'ai écoutée hier, mais parce que c'est vraiment pile poil par rapport au sujet. C'est toujours Étienne Klein qui s'exprime et il pose une question, vous le verrez, c'est vers la fin de la vidéo. Il pose une question, une découverte est-elle l'équivalent d'une introspection? Question extrêmement intéressante. Que signifie connaître? Une découverte est-elle l'équivalent d'une introspection? Bah, peut-être. En tout cas, platonicien, vous savez que Étienne Klein est aussi philosophe de formation, physicien, philosophe. Et donc, finalement, Platon nous dit ça, en fait. Platon nous dit toute connaissance est en dernier recours une introspection. Toute connaissance extérieure, finalement, renvoie à une connaissance intérieure, renvoie à la possibilité de se connaître soi-même. D'une certaine manière, c'est une manière de dire qu'on se fond avec enfin, qu'il n'y a pas vraiment de monde extérieur, en fait. Et à partir de là, les mathématiques, voilà, représentent aussi la possibilité, aussi étrange que ça puisse paraître, d'un accès à soi-même, en tout cas d'un accès aux lois de sa propre raison. Donc, le rôle pédagogique privilégié qu'on a depuis, c'est de le reconnaître. Si on l'a fait étudier aux enfants, c'est moins pour enseigner des vérités que pour discipliner l'esprit. Ça me semble être une phrase capitale. Pourquoi est-ce qu'on donne autant d'importance aux mathématiques à l'école et dès le plus jeune âge? C'est peut-être pour ça, discipliner l'esprit. Moi, je vous propose dans votre prise de notes, là, il y a 2 mots-clés qu'il faut absolument faire apparaître. Premièrement, rôle pédagogique et discipline. Rôle pédagogique, discipline. Donc, sa pratique étant censée donner et développer l'habitude du raisonnement rigoureux. Et il y a un pli qu'on prend avec les mathématiques et ça explique pourquoi elle est à ce point enseignée. Comme l'écrit Braunschweig, Euclide, pour les nombreuses générations qui se sont nourries de sa substance, a été moins peut-être un professeur de géométrie qu'un professeur de logique. Vous voyez le rapport à la logique, donc ça aussi vous pouvez souligner. L'expression more geometrico en est venue à signifier more logico. More geometrico, c'est selon la géométrie, c'est-à-dire qui va signifier finalement selon la logique. Bon. Vous voyez, c'est un parti pris, mais le terme est mal choisi. Enfin, c'est une compréhension des mathématiques. Pourtant, il est apparu de mieux en mieux que si la géométrie euclidienne était longtemps demeurée l'exemple le plus accompli qu'on pût alléguer d'une théorie déductive, pareille logique qui la soutenait n'était point irréprochable. Vous voyez, il va y avoir un écart ici. Il va y avoir un hiatus, un décalage, décrochage entre ce modèle de théorie déductive et puis la logique qui n'est pas parfaite. Donc finalement, more geometrico ne signifie pas exactement more logico. Ces imperfections, donc c'est pas un système parfait. Bon. Ces imperfections, certaines avaient été remarquées très tôt, mais vous rappelez, hein, la 29e proposition, le fait que ça n'ait pas été démontré, ça a été interprété comme une imperfection. De nouveau, c'est une interprétation, là, pour le coup, c'est pas une démonstration, parce qu'on voit bien que cette imperfection est devenue un point de... Enfin, l'obstacle s'est transformé en obstacle au sens lacanien du terme, c'est-à-dire en point de butée, en quelque chose que vous allez pouvoir, enfin lacanien et sartrien, quelque chose que vous allez pouvoir transformer en levier. Alors du coup, de ces imperfections, certaines avaient été remarquées très tôt, mais ce n'est guère qu'au XIXe siècle qu'on a mesuré l'écart qui subsistait entre l'exposé traditionnel et une théorie déductive idéale. Donc qu'est-ce qu'une théorie déductive idéale? Un des traits qui marque le mieux les mathématiques depuis cette époque, c'est en effet accroissement, là il faut remonter à la page 11, donc un accroissement soudain du souci de rigueur logique. Examiner ainsi avec une sévérité nouvelle, la déduction géométrique classique se révélait fautive sur bien des points. Cette volonté de grand formalisme, et à partir de là, beaucoup de fautes apparaissent. Et leur constitue dans ce cadre-là. C'est forcé de la rectifier, et la présentation axiomatique de la théorie est le résultat de ces efforts. C'est-à-dire, on va la présenter comme une axiomatique, justement. Et vous allez voir, cette définition de l'axiomatique va se construire au fur et à mesure. Vous en avez déjà une ici, c'est-à-dire édifice mathématique. On a dit tout à l'heure le jeu thématique. Et effectivement, la définition va se prolonger. Alors, suscitée principalement par une réflexion sur la déduction géométrique, donc c'est-à-dire cette axiomatique, elle va être rendue nécessaire par cette manière de penser déduction. Elle se dégage d'ailleurs, en raison précisément de son caractère logique et formel, du contenu géométrique.
Elle peut ainsi être pratiquée sur une théorie déductive quelconque. Donc, elle est la conséquence qui se dégage du contenu géométrique, c'est-à-dire elle est bien la conséquence de cette géométrie. Moré géométrico est bien lié à moré logico. D'accord? Système axiomatique, on dit aussi une théorie axiomatisée, ou plus brièvement une axiomatique. Donc, la forme achevée que prend aujourd'hui une théorie déductive. Alors, vous pouvez noter le vocabulaire, là, c'est un effort de vocabulaire. Dire que qu'est-ce que c'est que cette fameuse axiomatique? C'est une forme déductive aboutie, plein de chaînes de déduction, plein de chaînes de raison, plein de maillons entrelacés dans les raisonnements. Donc, vous avez l'habitude de ça. Finalement, vous construisez en permanence des axiomatiques. Bien, on peut parler soit de théorie axiomatisée, soit d'axiomatique, soit de système axiomatique. Donc, vous avez tous compris, c'est une théorie déductive achevée. N'hésitez pas, je vous le répète, notez vos questions dans la partie questions. Vous m'entendez à peu près correctement? Ça va, le son ne saute pas, c'est à peu près bon? J'espère, en tout cas. OK. Dites-moi hein, si c'est OK. Alors, donc, non point ce système chimérique dont rêvait Pascal pour des esprits surhumains, où l'on définirait tous les termes et démontrerait toutes les propositions. Un système où soient totalement explicités les termes non définis et les propositions non démontrées, dernière étant posée comme de simples hypothèses, à partir desquelles toutes les propositions du système peuvent se construire selon des règles logiques parfaitement, expressément fixées. Il faut préciser ici ce que ça veut dire. Pascal, déjà, on l'avait vu la dernière fois, il disait que l'esprit humain était dans une impuissance naturelle de traiter quelque science que ce soit dans un registre absolument accompli. Et c'est une manière de dire que la raison se sait dépasser en maintes choses et que finalement, elle a besoin du secours, d'une aide surnaturelle qui représente les vérités du cœur. Donc, système qui est qualifié de chimérique ici par Blanchet, parce que finalement, vous savez qu'une chimère, ça n'existe pas, c'est un mélange, par exemple, de taureaux et d'êtres humains. En tout cas, chez Pascal, il y a l'idée de quelque chose de divin, donc chimérique, divin, voilà. C'est une manière de dire, pour Blanchet qui ne croit pas en Dieu, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette idée que le système dont nous parle Pascal est divin. Ce système chimérique dont rêvait Pascal pour des esprits surhumains, voilà, quand il dit surhumains, c'est des esprits de Dieu, c'est la même chose. Hein. D'une certaine manière, c'est une manière de balayer l'aspect divin que Pascal a rattaché à la connaissance depuis sa fameuse nuit où il atteint l'état de grâce. Donc, dans ce système pascalien, on définirait tous les termes, on démontrerait toutes les propositions. Je trouve qu'ici, Robert Blanchet n'est pas extrêmement rigoureux parce que Pascal nous dit bien, on l'avait étudié ensemble, que parfois, certaines définitions apporteraient plus d'obscurité que de clarté. Donc, voilà. On peut rajouter peut-être un autre type de chimère avec cette définition de tous les termes. Ou alors, on peut interpréter autrement le système pascalien en disant que, précisément, si la définition apporte de l'obscurité parfois plutôt que de la clarté, eu égard à ces mots primitifs, c'est précisément parce qu'on n'est pas surhumain. Plusieurs interprétations peuvent apparaître. Mais un système, donc ce ne serait pas ça, hein, non point ce système chimérique dont rêvait Pascal pour des esprits surhumains où l'on définirait tous les termes et démontrerait toutes les propositions, mais un système où soient totalement explicités les termes non définis, les propositions non démontrées, la dernière étant posée comme de simples hypothèses à partir desquelles toutes les propositions du système peuvent se construire. Vous avez compris, l'idée, c'est pas de définir tous les termes et démontrer toutes les propositions, mais simplement, on explicite les termes non définis, les propositions non démontrées à l'intérieur de ce système. On les pose, ces propositions non démontrées vont devenir des hypothèses. À cet égard, on peut se demander si, en science, justement, tout n'a pas vocation à demeurer hypothèse. À la prudence, la phronésis dont on avait parlé. Ces dernières étant posées comme de simples hypothèses à partir desquelles toutes les propositions du système peuvent se construire selon des règles logiques, parfaitement et expressément fixées. Donc les règles, c'est ce qui vous permet de passer d'une proposition à une autre. Là, vous voyez, je vous ai dit que la définition allait apparaître au fur et à mesure. C'est le cas ici. Une méthode semble gratuite quand on ignore quelles raisons l'ont commandée. Qu'est-ce qu'il y a à la source de ça? Donc c'est précisément quand on parle de violence gratuite, c'est qu'on ne comprend pas ce qui est à la source de ça. Gratuit, c'est ça, c'est ne pas comprendre les fondements, les causes. Faire comprendre la fonction de l'axiomatique, lui est donc d'exposer d'abord les insuffisances auxquelles elle se propose de porter remède. Donc il faut que vous notiez une chose ici qui est extrêmement importante et ne cherchez pas à tout comprendre d'un seul coup parce que c'est comme ça que vous allez bloquer la... Il faut comprendre petit à petit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'axiomatique, elle est née d'une réponse à des insuffisances. L'axiomatique, elle est née d'une volonté de corriger des erreurs. Et rappelez-vous, sa naissance à partir de l'échec des démonstrations par l'absurde.
Donc, tout le monde a noté ça. L'axiomatique est née de la volonté de corriger des erreurs. Donc, le mieux est donc d'exposer, pour la comprendre, les insuffisances auxquelles elle se propose de porter remède. D'accord, elle est comme un remède, comme un médicament. On se doute bien qu'elle-même n'a pas surgi parfaite d'un seul coup. Bon, le problème aussi, c'est ça, c'est que le remède, le médicament n'est pas parfait. On peut peut-être filer la métaphore en disant qu'il a des effets secondaires, il n'est pas parfait. Les exigences de rigueur qui avaient fait naître l'axiomatique, ont été à leur tour exaspérées par son usage et ont rejailli sur elle pour la pousser toujours plus loin dans la voie où elle s'était engagée. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on mettait en pratique, on avait une exigence de rigueur qui n'était pas aboutie. Donc c'est pour ça, il y a eu une tentative d'aller toujours plus loin. C'est une manière de dire pour Blanchet que ça s'est construit petit à petit. Voilà, petit à petit, d'accord, on a fait ça. Alors, non mais là je pense à l'expression en italien, parce que les Italiens ils disent à petit à petit. Je ne sais pas si vous avez entendu, parfois ils font cette faute très mignonne en français, parce qu'en italien on dit a poco, et là donc ils disent à petit. Ça me faisait penser à ça, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir. Ce n'est le rapport linguistique. Sans suivre ces transformations dans leurs détails historiques, il faudra du moins distinguer deux grandes étapes dans son développement. Donc, on comprend, qu'on ne va pas être exactement dans une histoire des mathématiques. D'accord, il y aura peut-être des grands jalons qui vont apparaître. On ne va pas être vraiment dans tel et tel accomplissement à chaque instant. Bon, donc, on va distinguer les grandes étapes. On va passer à la page 12 maintenant. Hein. Donc, la première se situant, vous savez, c'est juste avant. Première se situant au tournant du siècle. Donc là, en fait, c'est une introduction qui va donner le déroulement du livre. Hein. Chapitre 2, la seconde commençant vers 1930, chapitre 3. Donc ça reste quand même historique, mais si vous voulez, gros traits, prenez. Enfin, on essaiera de montrer la portée d'une telle méthode, donc les conséquences, la portée, tant par son usage proprement scientifique que par ses implications philosophiques. Donc là, on a grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5, 5 parties, donc comme une dissertation. Il faut que vous compreniez que ce livre, c'est une espèce de grande dissertation, donc ça vous aide évidemment au vu de la méthode. Ça, c'était l'intro. Alors après, le paragraphe 2, c'est celui qu'on vient étudier. Pourquoi avoir procédé comme ça? Je vous l'ai expliqué, c'est parce que le passage qu'on a étudié en grand 2, il est présent dans des manuels de philo, et plutôt assez célèbre, et je trouve qu'il est important de commencer par ça. Vous l'avez ici, on ne va pas le reprendre, donc c'est la page 12, donc vous le connaissez bien. Donc après, la page 13, juste après, on reprend à partir de la portée épistémologique de ces nouvelles théories considérables. Vous voyez, c'est le deuxième paragraphe. Donc, non, en fait, on a fait toute la page, pardon. On a aussi fait toute la page 13, c'est bon. Donc, on va passer à la page 14, excusez-moi. Page 14, où est-ce qu'elle est? Là, c'est la dernière, la page 14. D'accord, c'est bon, vous me dites que ça va, donc c'est pour le son, merci beaucoup. Je n'ai pas reçu. Toujours bon pour le son? Donc, la page 14, c'est parti. Mais c'est vrai que c'est dense. Vous verrez pour l'ouvrage de biologie, en fait, ça dépend aussi, je fais une petite parenthèse, mais ça dépend aussi de vos affinités, quoi. Si vous avez plus d'affinités avec la biologie qu'avec les mathématiques, c'est sûr que ce qu'on va faire en biologie semblera plus simple à partir du cours sur le vivant. Bon, voilà. Tout dépend de vos affinités. Mais c'est vrai que là, il faut s'accrocher, c'est comme ça, et c'est pas du programme, enfin, c'est du programme de terminale. Hein. Je vous ai dit le texte que je viens d'étudier en grand 2, est extrait d'un ouvrage de terminale en philo. C'est pas hors niveau. Hein. Voilà. Alors, on reprend la page 14. On va finir là-dessus. Voilà. Donc, l'idée ainsi apparue à l'occasion de la théorie des parallèles nécessairement s'étendre à l'ensemble des postulats. D'accord ? Donc, je vais reprendre la page d'avant pour qu'on comprenne bien. Donc, la page 13, elle vous dit: l'expérience à notre échelle vérifie l'une et l'une seulement de ces trois propositions, donc ce qu'on peut tracer sur un tableau. Cela ne concerne que l'utilisation pratique de la science, non la science pure et désintéressée. L'idée ainsi apparue à l'occasion de la théorie des parallèles, l'idée de l'axiomatique, l'idée que le postulat puisse être autre chose qu'une évidence intuitive, peut naturellement s'étendre à l'ensemble des postulats. C'est-à-dire que le postulat va devenir un axiome. C'est ça que dit ici Robert Blanchet. On voit alors se dissocier les deux aspects de la vérité géométrique, jusque-là intimement mêlés, dans une union étonnante. Donc, ils se dissocient, ces deux aspects de la vérité géométrique. Et là, ça va à nouveau préciser les définitions. Les deux aspects en question étaient intimement liés, ils se dissocient. Le théorème de géométrie était à la fois
renseignement sur les choses et une construction de l'esprit. Donc c'était lié, vous voyez? C'est pas du tout dissocié. Un renseignement sur les choses, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez tracer sur un tableau. Il paraît d'ailleurs que même que les chiens, il y a eu des études de physique qui ont été faites sur les chiens, et les chiens ont un sens commun, un bon sens physique. C'est-à-dire si vous leur montrez des vidéos où les lois de la physique ne sont pas respectées, ils vont manifester un étonnement, quoi. Donc on peut se dire jusqu'où ça va ce bon sens des lois de la physique chez les canidés. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant. Vous voyez, un théorème de géométrie, c'est un renseignement sur les choses, qu'est-ce qu'on peut tracer sur un tableau, et une construction de l'esprit, un renseignement sur soi-même. On revient sur l'idée qu'une découverte scientifique est peut-être l'équivalent d'une introspection, une découverte tout court, peut-être l'équivalent d'une introspection. C'est un renseignement, c'est une construction de l'esprit. C'est donc une loi de physique et une pièce d'un système logique. D'accord ? Ce qui est, et rappelez-vous de la phrase d'Hegel qui relie les deux, ce qui est réel et rationnel. Rationnel et réel. C'est aussi le tout début de le nouvel esprit scientifique qui parle de, on va appeler ça deux fleuves, mais le réalisme et le rationalisme, bon, ça rejoint un peu ça. Avec Bachelard, il va expliquer qu'il y a une part réalisme dans la physique, donc c'est une loi de physique, une part de rationalisme, là c'est l'équivalent pièce d'un système logique. Une vérité de fait et une vérité de raison. Alors là, allusion. Je voudrais que vous notiez, pour ceux qui prennent des notes ici, il faut absolument noter. Ici, on a en fait une vérité on a n'importe quoi. On a une allusion à David Hume, qui est un célèbre empiriste anglo-saxon, vous le savez, qui va faire la différence. Vous avez déjà vu tout ça, donc vous voyez comment on explique un texte à partir du cours. Il fait la différence entre vérité de fait et vérité de raison. Alors c'est super bien écrit, Robert Blanchet, et super bien écrit veut aussi dire ces allusions, cette référence à des contenus implicites. Une vérité de fait, c'est Napoléon est mort à Sainte-Hélène. C'est une vérité dont le contraire n'est pas illogique, dont le contraire est envisageable. C'est une vérité contingente qui aurait pu ne pas être, qui a été, qui aurait pu ne pas être. Alors qu'une vérité de raison, une vérité qui concerne des rapports de proposition entre elles, c'est une vérité nécessaire, qui ne peut pas ne pas être. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On redonne toujours cet exemple, mais vous voyez bien que le carré de l'hypoténuse ne peut pas être égal à autre chose que la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, référence implicite à David Hume. Dans vos copies, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, vous pouvez toujours vous imprégner, donner comme ça des allusions de temps en temps, c'est sympathique. Bon, alors voilà, donc vous voyez qu'ici, c'était un couple paradoxal, et couple veut dire union, couple paradoxal, donc c'était uni, ça s'est séparé. Vous voyez que a pris plein d'expressions. Là, c'est la LV3 philo, c'est-à-dire c'est du vocabulaire différent pour dire la même chose. Théorie de géométrie, c'était un renseignement sur les choses, une construction de l'esprit, une loi de physique et une pièce d'un système logique, une vérité de fait, une vérité de raison. Oui, on a besoin de ces trois formulations. Ça nous aide à penser les choses. C'est vraiment du vocabulaire. J'aimerais bien que vous le surligniez, ce passage. En tout cas, je ne sais pas si c'est possible de le faire là, à partir de vos ordinateurs, mais écrivez quelque part que le haut de la page 14 est extrêmement important du point de vue de la méthode. C'est-à-dire, vous voyez bien qu'il n'est pas en train, c'est pas parce qu'il répète 3 fois la même chose qu'il répète 3 fois la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que faire la même chose que ce vocabulaire est contingent. C'est tout à fait nécessaire en fait de le dire de 3 manières différentes. C'est notre fameux en d'autres termes. Donc ça, si j'aurais pu vous apprendre une chose cette année, en termes de méthode, c'est ça. C'est à quel point en d'autres termes est important. Parce que c'est pas évident, on manie des concepts parfois assez denses, et donc on a vraiment besoin de ça, d'autres formulations. Alors, couple paradoxaux, vous l'avez compris, parce que finalement, ces fleuves, ils sont à réunir, le fleuve de la raison, de la rationalité et de l'expérience, du réel, le fleuve du fait et de la raison, le fleuve de la physique et de la logique, le fleuve de renseignement sur la chose et de la conception de l'esprit. Enfin, vous voyez bien que ce sont des couples paradoxaux, mais qui à la base étaient présentés comme unis. La géométrie théorique laisse maintenant décidément tomber le premier élément qu'elle renvoie à la géométrie appliquée. Donc là, il est en train de faire quoi, Blanchet? Il est en train de nous expliquer pourquoi. On finit dans 2 minutes. Là, je sais que vous devez aller en maths, mais on commencera donc vraiment à 9h45 la prochaine fois. Donc en fait, oui, pourquoi est-ce que ça s'est séparé? C'est tout simplement parce que le premier élément, c'est-à-dire l'élément du réel, l'élément du renseignement sur la chose, l'élément qui constituait les postulats et non les axiomes, ça va être renvoyé à la géométrie appliquée. Finalement, la géométrie va devenir un petit peu pure et dure, c'est-à-dire elle va devenir de plus en plus théorétique, elle va devenir spéculative, et c'est pour ça
c'est plus intimement lié ces deux aspects, parce qu'on va simplement s'intéresser à l'idée de la géométrie comme construction de l'esprit, à l'idée de la géométrie comme pièce d'un système logique, à l'idée de la géométrie comme vérité de raison. Vous comprenez? On n'est plus dans l'expérience, on est dans une démonstration euh, uniquement théorique. Donc une découverte est bel et bien l'équivalent de plus en plus donc d'une introspection. Je suis obligée d'arrêter là parce que c'est la sonnerie à Blaise Pascal, 11h18. Je me cale sur comment dire, pas les horaires précis, quoi. Et d'ailleurs, je voulais vous préciser une chose, c'est que pour 10 000 raisons, continuer à partir du 11 mai, c'est vrai que je ne vous l'avais pas dit, mais à partir du 11 mai, moi, les cours, je les continue comme ça, pour plein de raisons. Déjà par précaution. Après, pour vous, parce que vous savez bien que comment dire, ça fonctionne par vague, donc le meilleur moyen de refaire une vague, c'est de se déconfiner trop tôt. Je pense qu'on n'est pas resté confiné, enfin c'est exigeant, c'est pénible, donc voilà, c'est pas pour tout dilapider comme ça. Ça, c'est mon avis. Après, l'autre chose, c'est que je trouve ça, à certains égards, beaucoup plus efficace de faire le cours comme ça. Je trouve que n'y a plus de problème de bavardage et moi, ça me change la vie à un point, vous n'imaginez pas. Donc, j'imagine que vous aussi. On fait des choses exigeantes. Voilà, certes, tous ces textes, ils sont dans des manuels de philo de terminale, mais c'est hyper exigeant. Ça suppose de se concentrer à un point. En tout cas, moi, je vous le dis, moi, je vous donne mes tripes quand je fais ça. Je m'investis d'une façon totale. J'ai besoin de toute ma concentration. Si un chat se met à miauler face à moi, là, ceux qui peuvent me déranger, là, c'est mes chats, ça me dérange beaucoup. Donc, bon, voilà, vous avez compris l'idée. Et donc, comme ça, c'est l'info. De toute façon, le programme, il est bientôt fini, hein. Il nous reste vivant la matière-esprit. Et donc, on le fera alors soit par Discord, soit par ma classe à la maison, franchement, peu importe. Enfin, si vous avez une préférence, dites-le moi, mais moi, j'en ai pas. J'ai peut-être une très légère préférence pour Discord. Puis en plus, une préférence pour Discord parce que ça venait de vous, ça a été un travail participatif. Donc voilà, c'est un petit peu une fidélité à ce que vous m'avez proposé. Bon, et puis aussi en termes techniques, enfin voilà, ça fonctionne bien. Voilà, donc je vais arrêter de raconter tout ça et je vous dis donc à demain 13-14h30, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, notez vos questions et donc la semaine prochaine 9h45. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Alors attendez, vos questions, où est-ce qu'elles sont? Voilà, Benoît, je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut garder des traces avec Discord, donc c'est super ça. Oui, Raphaël, enfin voilà. Moi, je préfère Discord aussi parce que quand tous les profs font ma classe à la maison, bah, ça fait trop et ça sature les serveurs et c'est là que ça marche pas. C'est bien que certains parlent de RGPD, mais bon, enfin voilà, enfin, on s'adapte, hein. Euh, ok, je suis d'accord avec vous. Si ça vous va, moi, ça me va. Écoutez, merci à vous. Si vous pouviez essayer, ben merci, c'est gentil. Si vous pouviez essayer de participer davantage, parce que quand je vous dis, je préfère les cours avec Discord. Enfin, évidemment, il y a une perte humaine évidente, mais on peut la contrer par l'intermédiaire d'interventions de votre part. Donc, je sais que vous êtes là, hein, évidemment, mais écrivez moi des choses. Vous le faites la plupart du temps. Là, c'est peut-être parce que c'était une forme différente, hein, une lecture. Bon, voilà. Écoutez, donc on n'a pas fini hein, la lecture, on va prolonger demain. Et en fait, ça veut dire que le cours sur la démonstration, on le finit demain. À partir de la semaine prochaine, on fera le vivant. Et à partir de la semaine d'après, la matière-esprit. Donc le 11 mai, on aura bouclé le programme, hein. Ça veut dire que le reste, bah, moi, je ferai des choses pour ceux qui veulent faire de la prépa. Enfin, j'avais déjà dit, on fait des concours d'éloquence, je ferai des ateliers pour ceux qui veulent combler des lacunes. Enfin, on fait ce que vous voulez, en fait, on s'ajustera. Super, à demain. Au revoir, Inès. Demain, bonne journée. Et bah écoutez, vous allez retrouver les maths, c'est top là. Du coup, on a bien préparé le terrain. Si vous pouviez poser des questions à votre prof de maths, vous savez on a le projet de travailler en binôme avec Madame Boé. Posez-lui des questions, faites les liens philo-maths, ça serait super. Au revoir Alexandra, à demain. Merci à vous. Au revoir Danaï. Benoît. Et merci Benoît pour avoir été notre plume. Au revoir Adrien, au revoir Noureddine, au revoir Aurélie. Au revoir à tous. À demain. Merci, merci Laurine. À demain.